Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture, tchin tchin. Je vais vous parler dans ce point lecture de toutes mes lectures hors rentrée littéraire que j'ai faites au mois de septembre. Il n'y en a donc que 7, c'est déjà pas mal, et d'autant plus que j'ai fait d'autres lectures que vous avez déjà vues dans des vidéos précédentes. En premier lieu, j'ai lu De rêve et de givre de Nils Aslak Valkeapää, illustré par Yuri Mildeberg, et c'est publié aux éditions Borealia. Ce titre, Rêve de givre, en fait c'est une pièce, c'est un chant, alors je vais vous montrer, ça sera plus facile pour que vous compreniez. Voilà, vous voyez, c'est un chant qui est écrit en vers totalement libre, ou peut-être qu'il y a une métrique. Non, je crois que ce sont des vers libres, qui est divisé en plusieurs parties et qui, à la base, a été écrite pour le théâtre No, le théâtre japonais traditionnel. L'auteur fait partie du peuple des Samis. C'est un peuple qui habite en Laponie du Nord. Il est contemporain, je pense qu'il est toujours vivant d'ailleurs. Il est donc poète, chanteur de joik, alors je sais pas comment on dit, J-O-I-K, joik. C'est un chant traditionnel Sami, très particulier, que j'ai adoré parce que j'ai écouté en même temps, quand j'ai vu, il y a une préface, quand j'ai vu qu'ils en parlaient, j'ai mis cette musique-là et je l'ai lu en même temps. C'était très bien, ça fait 50 pages, c'est vraiment un texte sur la nature. Oui, c'est un peuple qui vit, un peuple autochtone qui vit en Laponie du Nord, donc très très proche de la nature, avec une communion voilà, hyper présente. En plus de ça, il y a des illustrations qui représentent un peu ce peuple et cette communion avec la nature. C'est très immersif et je pense que c'est nécessaire d'écouter la musique en même temps. En tout cas, ça participe à l'expérience immersive. Mis à part ça, je peux pas vous en dire beaucoup plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est publié aux éditions Borealia, qui est une maison d'édition que j'apprécie particulièrement parce que il y a toujours un paratexte très intéressant. À la fin, il y a tout un documentaire sur les Samis, qui sont-ils, où habitent-ils, dans quel pays, quelle langue ils parlent, leur culture, leur littérature, voilà. Et aussi un paratexte sur la vie de l'auteur. Donc c'était très sympa, je crois que c'est sorti au mois de septembre. J'ai beaucoup apprécié de découvrir. En fait, c'est comme lire un petit documentaire accompagné en plus d'un texte fictionnel, donc c'est parfait. Aux éditions Akata, dans la collection Young Novel, j'ai lu Quand tu seras prêt de Gary Lansborough, qui est un roman jeune adulte, dans lequel on va suivre deux jeunes garçons, Jackson et Thomas. C'est aussi un texte qui va parler des communautés, et là pour le coup de la communauté aborigène en Australie, parce que Jackson habite dans un endroit à l'écart de la ville où il n'y a que des personnes aborigènes, ça s'appelle la Miche. Donc il habite dans la Miche. Tous les ans à Noël, il y a sa tante qui vient avec ses petits-neveux. Sauf que là, sa tante ramène un autre jeune homme avec elle. Elle ramène Thomas, putain j'ai pas de mémoire. Elle ramène Thomas et les deux jeunes adolescents sont du même âge. Ils ont tous les deux cette culture de la communauté aborigène très forte où les garçons vivent un peu en vase clos, ils sont tout le temps ensemble, ils subissent aussi le racisme des Australiens blancs de naissance, blancs de souche. Une ségrégation un peu spatiale aussi parce qu'ils ne partagent pas forcément les mêmes endroits, une ségrégation culturelle. Voilà, ils se reconnaissent, enfin en tout cas ils ont des parcours de vie assez semblables. Ne serait-ce que Thomas a été dans un centre de détention pour mineurs pendant quelques temps parce qu'il avait fait une connerie. Et je ne me rappelle plus la connerie qu'il avait faite d'ailleurs. Toujours est-il qu'ils doivent passer les vacances ensemble alors qu'ils ne se connaissent pas. Jackson avait une petite copine, il largue sa petite copine. Et ils vont commencer à vivre une petite... pas une romance en fait, enfin si c'est une romance. C'est une romance adolescente, mais c'est pas le cœur du sujet. C'est vraiment cet âge charnière du passage de l'adolescence à l'âge adulte et la découverte de sa sexualité. Vous savez que c'est un thème qui m'est cher sur la chaîne et que je cherche toujours des romans qui l'abordent. J'ai beaucoup aimé celui-ci parce qu'il l'aborde avec justesse sans pour autant dépeindre un idéal trop idéal ou une situation trop misérabiliste. C'est une vision, je trouve, qui est juste de l'homosexualité en 2020 pour un adolescent. Finalement, je sais pas parce que moi je suis plus adolescent en 2020. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt... À propos, l'auteur est assez jeune, il n'y a pas son âge, mais en tout cas il est de la communauté aborigène aussi parce qu'il fait partie du peuple Yuin. Et il habite en Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai même mon petit cœur de pierre qui a fondu. Vous savez que ce genre d'histoire parfois peut vite m'ennuyer et je peux trouver ça trop mièvre assez rapidement. Et pour le coup, alors c'est peut-être parce que c'est aussi assez rapide, ça fait 250 pages et c'est du jeune adulte donc ça se lit très bien. Mais j'ai passé un excellent moment, j'attendais le moment où ils allaient se rapprocher, ça va pas trop vite, ça prend son temps. Ça prend son temps oui et non parce que quand même ils tombent amoureux sur une période de vacances donc c'est 15 jours. Ça semble être un amour assez fort, assez puissant en mode longue relation sur 15 jours, on peut pas trop le deviner. Mais
Ça fait le taf selon moi, ça le fait très bien parce que ça évite les écueils du tout l'un ou tout l'autre. C'est un juste milieu sur ce que c'est que d'être homosexuel. J'ai terminé ma découverte, enfin ma découverte, c'est plus du tout une découverte maintenant parce que j'ai lu le dernier roman de Virginie Despentes que je n'avais pas encore lu, ça s'appelle Apocalypse bébé, je l'ai ici au livre de poche quand ils ont tout réédité avec les tranches de couleurs. Le résumé est très succinct, Valentine disparue, quand une adolescente douloureuse est le seul point commun de tous ceux qui, de Paris à Barcelone, la cherchent sans se connaître et se trouvent sans la sauver. Elle a eu le Renaudot en 2010 pour celui-ci, donc c'est un des textes pour lequel elle est la plus connue. Il y a un poil duck sur la caméra. Et également Baise-moi, qui est son premier roman et celui qui avait fait le plus de bruit à l'époque parce que très violent et blablabla. Ça reste du Virginie Despentes, c'est pas du tout un des plus violents. Il y a quand même quelques scènes de sexe, quelques scènes de violence, oui je crois, de drogue, d'alcool, enfin voilà. C'est Virginie Despentes, on sait dans quoi on rentre, c'est du hard-boiled roman, donc voilà, c'est le propre de ce genre. Et pourtant là on est dans un espèce de faux polar, ça avait déjà fait le cas, elle s'y était déjà essayée avec Les Chiennes Savantes, je trouve que c'est un peu mieux réussi ici, dans un faux polar où donc cette jeune adolescente Valentine est fille d'un grand écrivain, un peu comme si c'était la fille de Marc Lévy, vous voyez, qui disparaît. Le père a l'air d'être un peu passif par rapport à tout ça, il recherche pas spécialement sa fille, et c'est donc la grand-mère qui va embaucher deux jeunes détectives, deux jeunes femmes, une qui est un peu bien sous tout rapport, qui est arrivée dans ce boulot par la force des choses et qui y est restée mais assez proprette, elle fait son boulot et elle se retrouve avec cette disparition qui est quand même un peu un gros dos, toute seule, donc elle fait appel à la Hyène qui est la deuxième enquêtrice privée. La Hyène, c'est un surnom évidemment, est une enquêtrice qui a déjà fait ses preuves, qui ne travaille même plus en agence, en gros on l'appelle juste quand on est vraiment sur un gros dos et qu'on galère. Et elles vont devoir faire équipe à Paris au début et ensuite à Barcelone. Cette enquête est un peu un prétexte pour faire des portraits à l'acide de personnages comme Virginie Despentes aime bien le faire. Donc il y a une des deux enquêtrices qui est lesbienne, l'autre qui est un peu perdu dans sa sexualité. On découvre aussi en filigrane la vie de Valentine, cette adolescente un peu paumée parmi sa famille de Bourges, etc. qui se fait avoir par tous les mecs parce que voilà, elle est vraiment paumée et elle se fait abuser par tout le monde. La grand-mère, un peu snob, etc. Enfin, c'est vraiment des portraits on voit tout de suite les personnages, on les imagine, on les entend. On sait qui ils sont en, je sais pas, 3-4 pages, et elle arrive à les creuser si finement qu'on a l'impression de connaître les personnes et d'être avec elles dans le roman. C'est ça que j'adore, c'est ces portraits de personnages. Ce que j'ai bien aimé, c'est que cette fin m'a prise au dépourvu, elle est assez épique. On dirait un peu une grosse scène de film, chose avec laquelle je ne suis pas forcément habitué avec Virginie Despentes. On a l'habitude des scènes qui explosent, qui pètent dans tous les coins, les balles perdues, etc. Mais là, on est vraiment un cran au-dessus, un truc un peu grandiose, et ça m'a soufflé. Je l'ai pas vu venir, quoi. Donc c'était trop bien de me faire surprendre, parce que c'est pas tout le temps le cas avec la littérature générale. Donc là, j'ai vraiment adoré cette lecture de Virginie Despentes, et je pense que ça va être un de mes préférés, avec peut-être Baise-moi, King Kong Theory, et Cher Connard, que moi j'ai adoré à la rentrée dernière. Un autre roman, alors là c'est même pas young adulte, c'est vraiment jeunesse, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, publié chez l'École des loisirs. C'est un petit roman illustré pour les, je crois, 6-9 ans. Je crois que c'est ça la tranche d'âge recommandée par la maison d'édition. Archibald Renard, qui est libraire et qui tient une librairie. Oh, merci Floris. On va être avec Archibald Renard qui tient sa librairie dans un chêne, je crois, hein, au creux du chêne, dans la forêt de Belle-Écorce. Et un jour, il y a un mec une taupe, Ferdinand, qui rentre et qui lui dit qu'il perd la mémoire, il oublie tout, et il y a quelques années de ça, il avait écrit justement ses mémoires dans un bouquin, et il l'avait déposé en manuscrit dans cette librairie. Parce que c'est le propre de cette librairie, chacun peut écrire des livres et les vendre un peu en dépôt-vente, voilà. Sauf que, manque de bol, ce livre avait été vendu la veille, et ils n'ont donc plus, ce cher Ferdinand et ce cher Archibald, que des photos de souvenirs de Ferdinand la taupe. Et donc ils entreprennent tous les deux un voyage au cœur de la forêt de Belle-Écorce pour essayer de retrouver les scènes où ont été prises les photos, en espérant pouvoir refaire le fil de la vie de la taupe qui cherche désespérément sa femme partout, parce qu'il est persuadé d'avoir une femme et il ne la retrouve plus. C'était mignonné, mais en fait, le problème c'est que là je vous en parle 2 ans après la sortie, je pense, ou 1 an, je sais plus. Tout le monde a eu le temps de le lire et d'en faire tout un foin sur Instagram et sur Twitter, non pas sur Twitter, sur YouTube. Donc je me disais que comme tout le monde en fait un foin, c'est que vraiment il devait avoir un truc qui pouvait plaire à tout le monde. Et finalement c'est très bien, c'est exactement ce que je pense
et la littérature jeunesse de nos jours. C'est pas pour autant que moi je prends du plaisir à lire ça. Voilà, j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça triste, j'ai trouvé ça guilleré, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de clichés d'Instagram en mode la petite forêt, le petit thé, le petit plaid, la petite librairie, le petit concert, le petit machin. Tout est petit, tout est mignon, tout est kiki, tout est... Ça m'a un peu fait chier. Ça a le mérite de se lire très vite, hein. Ça fait 300 pages, mais en, je sais pas, 2 heures c'est lu, donc voilà. C'était sympa, et je crois que... Enfin si, j'ai réservé le tome 2 à la médiathèque, sauf que j'ai absolument pas le temps d'aller le rechercher. Donc je crois que ma réservation s'est annulée entre-temps. Si ma réservation s'est annulée, je ne pense pas que je la renouvellerai, tant pis, je ne le lirai pas. Et si elle est toujours en cours, j'irai le chercher et je verrai si je le lis. J'ai également lu un nouveau roman de la rentrée littéraire, c'est Nevada de Imogen Bini, publié chez Gallimard dans la collection du Monde Entier. La 4e de couverture nous promet l'histoire de Maria, jeune libraire habitant à New York, et qui porte un prénom féminin depuis quelques années seulement, car c'est une femme trans. Malgré sa transition qu'elle a plutôt bien vécue, enfin en tout cas qui s'est faite, elle n'est pas bien dans son couple avec une autre femme, et elle a envie de tout envoyer voler. Et en gros, elle quitte son taf, elle prend une voiture et elle se casse et on nous promet un road trip. Force est de constater qu'arrivé à la moitié du roman, on était toujours à New York et qu'on ne voyait pas l'arrivée de ce road trip et je me disais mais où est-ce que ça arrive? Et que dans la seconde moitié du roman, il y a une rencontre entre Maria et un jeune homme et qu'en fait le road trip se limite à ça. Malheureusement, il y a une ellipse entre New York et la rencontre beaucoup plus loin dans un état, je sais plus où, sûrement dans le Nevada d'ailleurs, entre ces deux personnages, et l'ellipse, c'est le road trip. Donc voilà, si vous voulez lire un roman qui est un road trip, attention, je ne dis pas que le bouquin est nul, bien au contraire, mais si vous cherchez un road trip, c'est sûr que la 4e est plutôt menteuse. Et la couverture aussi d'ailleurs, où on voit Maria sur sa voiture. Ce roman est de 2013 et il vient seulement d'être traduit en France, et pourtant je le trouve très complet. Alors peut-être parce que les débats et les idées sur la transidentité étaient plus avancés du côté américain que du côté français, sont allés plus vite, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ce qui est raconté dans ce roman, surtout dans la première moitié où Maria parle de sa transition, parle de comment elle a vécu cette transition et comment elle la vit à l'heure actuelle une fois la transition effectuée. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que je vous avais dit en début d'année que je voulais vraiment me plonger dans la littérature qui parle justement de la transidentité et d'avoir des notions. Et pour le coup, je trouve que c'est assez pointu sur les termes de vocabulaire qui sont bien traduits. En tout cas, oui, ça colle à ce qu'on entend en France. Également sur tout l'état d'esprit d'une femme trans en train de transitionner. J'ai beaucoup aimé. Après, je me suis un peu ennuyé dans cette seconde partie que j'ai pas vraiment compris, où Maria rencontre un jeune homme qui semble tout à fait paumé car il est en couple avec une femme, mais il a des fantasmes de se voir lui-même en femme, de s'imaginer lui-même en femme, mais que quand il met ce fantasme à exécution, il n'a plus aucun appétit sexuel. Et cette rencontre, je l'ai trouvée plutôt ennuyante. Je l'ai pas trouvée à la hauteur de la première moitié du roman qui m'avait beaucoup plu. J'ai corné des pages en fait, toute la première moitié du roman, et la seconde m'est totalement passée au-dessus. C'est une lecture en demi-teinte, mais qui pour autant m'a appris beaucoup de choses, donc pour ça j'ai beaucoup aimé lire ce livre. Pour l'aspect divertissant et intriguant, ça m'a un peu plus laissé en dedans. J'ai reçu de l'auteur et illustrateur lui-même Erabundus, écrit par Gustave Auguste, dans la maison d'édition Les Mondes Flottants, pardon. Les Mondes Flottants, c'est une maison d'édition qui, en fait, c'est la maison d'édition de Gustave Auguste, dans laquelle il publie tous ses livres lui-même par ses propres moyens. Et Erabundus est donc un light novel illustré, c'est-à-dire que c'est une novella d'une... attendez que je ne dise pas de bêtises, d'une centaine de pages, largement illustrée, avec un carnet de croquis et d'esquisses à la fin qui complète tout à fait l'œuvre, et qui nous raconte l'histoire de 3 personnes, 2 garçons et une femme. Enzo Lazaridian sont tous les 3 au lycée, et en fait, c'est pour ça que, oui, je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé ce livre, et j'ai été très surpris parce que je ne connaissais pas du tout le travail de Gustave Auguste, je l'avais déjà vu, en plus je l'ai déjà vu en salon, je suis vraiment une odieuse personne. Je l'avais déjà croisé en salon avec des copains, et j'avais pas dû m'y intéresser parce que je suis un gros connard qui n'aime pas la littérature de l'imaginaire, pas spécialement, et encore moins la littérature illustrée. Même si, vous le voyez sur la chaîne, j'en lis de plus en plus, et j'y prends de plus en plus de plaisir, mais sûrement vu que c'est un salon de littérature générale en plus, j'ai dû faire le mec snob et aller vers les étals où je connaissais les livres et pas vers celui-ci. Sauf que l'auteur m'a contacté sur Instagram en me proposant de m'envoyer un de ses livres. Donc j'ai regardé sa page Instagram et je suis tombé vraiment red dingue des illustrations. Donc j'ai accepté. Et quand je l'ai reçu, j'ai même pas lu le résumé, enfin je savais pas de quoi ça parlait, j'avais pas lu les résumés des bouquins. Et vous voyez selon la couverture,
On a vraiment l'impression d'être dans un monde fantastique ou de fantasy, très ancré dans une époque de par les coiffes, de par les bijoux, de par les habits, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout un spoiler parce que c'est la première page, dès la première page, on comprend qu'on est dans notre époque actuelle, dans un lycée, avec une jeune femme qui vient de se faire violer, et une bande de copains autour d'elle. Et on va donc s'intéresser particulièrement à deux de ses amis, Enzo et Lazare, et à Diane qui a subi ce viol. En fait, le roman est vraiment découpé selon les points de vue de Diane et de Lazare. Outre cette partie très terre-à-terre dans ce lycée de nos jours, contemporain, etc., il y a une partie qui est, elle, beaucoup plus métaphorique, que l'on arrive vraiment bien à capter l'essence et voilà, le sentiment, l'atmosphère grâce aux illustrations. Si je dis ça, c'est pas parce que la plume ne suit pas, que le style ne suit pas, mais c'est parce qu'on est dans un roman court, comme je vous le dis, on est dans un roman de 100 pages. Donc l'auteur n'a pas le temps de développer toute une ambiance et une atmosphère, et c'est vrai que le peu qu'il le fait accompagner des illustrations, ça nous permet totalement de nous plonger dans cet univers. J'ai beaucoup aimé parce que je ne sais pas si on peut révéler, je vais pas révéler l'intrigue, mais c'est un roman qui parle aussi de ce passage du jeune adulte du coup à l'adulte, ou voilà, de l'ado à l'adulte, tout dépend de où on met les catégories, et aussi de sexualité, de découverte de son orientation sexuelle. C'est pour ça que ça m'a surpris, que ça m'a plu, parce que je ne l'attendais pas du tout dans ce roman, même si la plume est un peu trop lyrique pour moi. Je trouve que c'est un peu trop appuyé, parfois. Alors je m'avance peut-être, je connais pas assez bien l'auteur, mais j'avais l'impression que il y avait des relents des émos des années 2000, vous voyez, un peu le truc sombre et darkos, donc où on aime bien un peu être dans l'accumulation. Alors c'est pas du tout lourd, c'est juste que les phrases, voilà, sont bien remplies, on a ce qu'il nous faut en termes de lyrisme et de romantisme. Voilà, on est un peu dans du romantisme au sens pur de le romantisme littéraire. Et donc c'est un peu lourd pour moi, mais j'ai quand même passé un excellent moment parce que c'est que sur 100 pages. Enfin, c'est que sur 100 pages, c'est un style propre à l'auteur sur 100 pages, donc ça m'a plu. Et aussi parce que j'ai pas tenu un livre aussi bien fait sans pour autant, c'est pas du tout pour sucer l'auteur ou quoi que ce soit, mais le livre est extrêmement beau, que ce soit la jaquette, la couverture, tout est vraiment agréable à prendre en main, et rien que pour ça, c'est toujours un petit plus, le petit plus Périglioni, comme disait Elise Moon, je crois. Enfin, j'ai enfin lu Moon Palace de Paul Auster, un monument de la littérature américaine, que ce soit l'auteur ou ce bouquin, parce que je crois que c'est un des bouquins les plus... Enfin, moi, c'est un des bouquins que j'ai le plus entendu parler de Paul Auster. Je l'avais dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps, et je sais pas pourquoi, il y a 3 jours, 4 jours de ça, en début de semaine, je l'ai attrapé et j'ai dit, toi mon coco, cette semaine, je te fais ta fête, alors que c'était pas du tout prévu à la base. Et bah ma foi, why not coconut. On va suivre la vie de Fogg, qui en gros démarre sa vie en perdant sa mère et en étant élevé par son oncle. Il part faire ses études à New York et son oncle décède. Il hérite un peu... non, il hérite de pas... Il hérite des livres de son oncle. Ah oui, et c'est cette image-là, je crois que c'est la seule page que j'ai cornée, parce que... il est totalement pauvre, il n'a pas un fric, il est dans un appartement non meublé, donc il n'y a rien du tout. Et quand son oncle décède, il hérite de tous les cartons de livres de son oncle, et comme il n'a pas spécialement pour le moment envie de lire, enfin il essaye surtout de survivre, il va construire ses meubles avec les cartons de livres. Et je sais pas, j'ai eu cette image en tête qui est apparue assez fortement en moi, assez pour que je le retienne encore maintenant. Et j'ai trouvé ça génial, parce que peut-être c'est aussi parce que moi en ce moment j'ai pas de lit, depuis que j'ai eu mes punaises de lit, je n'ai toujours pas racheté de lit, donc du coup j'essaye d'imaginer comment me faire un lit. Mais voilà, il se fabrique un fauteuil, il dit quand il y a des amis qui arrivent, on fait une table avec mon fauteuil, et avec mes oreillers on fait des chaises, enfin voilà. C'est un petit truc qui est assez marrant, c'est tout à fait un détail minime dans le bouquin, mais ça m'a marqué. Et donc il est à New York, et... il va vraiment descendre aux enfers. Paul Auster teste la limite de ses personnages parce que il descend ce mec genre plus bas que terre, lui fait subir un peu la déchéance sociale ainsi que la déchéance économique. Enfin, il est pauvre de relations sociales, pauvre d'argent, pauvre de culture parce que il peut plus aller à l'université, jusqu'à temps qu'il arrive et qu'il touche le fond et qu'il remette un coup de pied vers le sol et qu'il lui arrive une succession d'autres histoires. Et dans son histoire, on va rencontrer un autre homme, un vieil homme pour qui il va travailler, il va être un peu homme de compagnie, et il va s'occuper de ce vieil homme qui va lui-même lui raconter son histoire. Et en lui racontant son histoire, il va lui dire qu'il a voulu écrire un roman il y a quelques années, enfin qu'il a écrit un roman, qu'il a voulu. Non, qu'il a voulu écrire un roman et que du coup, Fogg doit écrire ce roman, donc il va écrire ce roman. Et dans ce roman, on va apprendre la vie
du fils du vieil homme, qui lui va nous raconter aussi sa vie, et qui va peut-être relier une boucle, je vous laisserai redécouvrir, mais en gros voilà, c'est une poupée russe, tout ce roman, je trouve, une poupée russe qui s'ouvre à chaque fois, et dont les formes sont vraiment parfaitement adéquates pour entrer les unes dans les autres, parce que à la fin, le récit est complet, le récit est entier. Je ne vous en dis pas plus parce que le résumé est assez vague et ne nous oriente pas vraiment sur la direction de l'histoire, donc c'est plutôt cool de le prendre comme ça, par l'enchevêtrement des poupées russes et de se faire surprendre à la lecture. C'est le deuxième roman d'ailleurs de littérature blanche dans ce point lecture qui m'a surpris par la construction, même si à la fin je me suis douté de quelque chose assez rapidement et que ça s'est vérifié. Mais ça n'a pas entaché mon plaisir de lecture. Après j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Je dois avouer qu'il y a un passage que j'ai lu un peu en diagonale. Pas grand chose, je pense une dizaine ou une quinzaine de pages. Parce que Paul Auster aime bien dérouler ses histoires et dérouler son intrigue et dérouler ses récits enchevêtrés dans le récit. Il prend de la place, il s'étale et au risque d'être un peu ennuyant parfois parce que toujours plein de réflexions presque philosophiques sur la vie des personnages et sur ce qu'ils ont fait, sur comment ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont pensé à ce moment-là et comment ils auraient pu penser et qu'est-ce qu'ils vont en penser plus tard. Voilà, il déballe beaucoup ce qui se passe dans la tête des gens et parfois un peu trop à mon goût. J'avais préféré, je pense, Monsieur Vertigo, que j'avais lu il y a de ça 1 an ou 2. C'était plus court et plus concis. On était aussi dans un roman d'initiation, un roman initiatique avec ce passage de l'enfance à l'âge adulte, donc c'est un thème qui m'est cher. Là, un peu moins. On est un peu aussi dans un... Oui, roman d'apprentissage, parce qu'on est avec ce jeune homme perdu, adolescent, qui rentre à la fac en tout... Non, pas adolescent du coup. Qui rentre à la fac en tout début de roman et qui à la fin a grandi. Il a vécu des histoires et des péripéties et il en sort grandi. C'est pas vraiment un roman d'apprentissage, mais ça s'en rapproche un peu. Bonne lecture, mais voilà. Si je relis du Paul Auster, je vais me diriger vers ce qu'il y a des trucs un peu plus courts peut-être que Moon Palace qui quand même faisait là 500 pages. C'est tout pour ce point lecture qui était ma foi assez éclectique dans les genres et dans les formats. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à la liker si vous avez envie de la faire voyager, vous pouvez la partager et si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner. Comme toujours, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.